Bonjour, c'est la fin d'après-midi. On va essayer d'être rapide et un peu dynamique pour maintenir l'attention de tout le monde. Alors, EDF a lancé il y a quelques semaines son plan mobilité électrique. C'est un plan qui est basé sur une conviction, la conviction que pendant une trentaine d'années, la mobilité sera quand même majoritairement électrique. Alors ça, c'est lié à quatre constats. Premièrement, les États, les territoires s'engagent fortement vers la neutralité carbone en 2050 et cette politique est relayée par les territoires, même vers la disparition du véhicule thermique. C'est aussi que les populations, et on a fait une étude à hauteur de 85%, admettent que la mobilité électrique sera bien la solution à un horizon d'une quinzaine d'années. C'est aussi que le secteur du transport, de la mobilité, et on en a la preuve aujourd'hui, avance. Le bâtiment, l'industrie ont beaucoup fait sur la décarbonisation, et je pense qu'aujourd'hui, on a la certitude que c'est le tour de la mobilité. Et enfin, les constructeurs automobiles ont misé maintenant depuis quelques mois, et on l'a vu sur le mondial, sur la mobilité électrique, avec des solutions, des gammes complètes, avec deux hypothèses qu'on a vues tout à l'heure. C'est la baisse du prix de la batterie, et c'est des batteries accessibles dès 2018, dès 2020, sur des autonomies de 400 km. Alors, dans ce contexte, on a lancé un plan de mobilité groupe sur 4 pays en Europe. C'est les pays sur lesquels nous avons de l'activité, nous avons des filiales. Et il repose sur trois ambitions. Être le premier fournisseur en électricité pour les véhicules électriques, être le premier exploitant de réseau de bornes et être leader du smart charging. On en a déjà parlé, mais je vous montrerai comment ça se traduit. Alors, l'hypothèse que l'on a retenue en termes de volume, c'est celle-là. En 2030-2035, il y aura sur ces 4 pays 17 millions de véhicules électriques qui rouleront. Alors ça, c'est une hypothèse sur une base de 30% des ventes en véhicules électriques pendant cette période. Et quand on fait la somme, ça représente 17 millions de véhicules. On voit tout de suite qu'il y a une nécessité de changer de braquet. La phase d'expérimentation, elle est terminée. Il faut maintenant rentrer dans une phase d'industrialisation de tout ça. Alors, on se positionne sur 3 sujets. Le sujet de la fourniture, le sujet de la charge et du smart charging, dont j'en parlerai rapidement. Pourquoi ? Parce que la chaîne de valeur sur cette activité de la mobilité électrique est maintenant très large. Depuis la création de la batterie jusqu'à l'automobile elle-même, jusqu'à l'énergie, on voit que c'est une chaîne de valeur qui est importante, qui représente des centaines de milliards d'euros sur cette période. Et bien sûr, une entreprise comme nous, même si on est une grande entreprise, on doit se poser sur quelques sujets qui sont quand même, vous le voyez, autour du cœur de notre métier. Alors, on aura 300 à 500 collaborateurs en France qui vont travailler sur ce sujet, la création d'une direction mobilité. Et aussi, on développe, parce qu'il y a un écosystème à construire, on développe de nouveaux partenariats avec les constructeurs, avec les équipementiers, avec tout le monde qui gravite sur la mobilité électrique. Alors, la première brique de l'offre, pour un électricien, ça paraît logique. C'est être le premier fournisseur d'électricité pour la mobilité sur ces 4 pays. Alors, on voit tout de suite que c'est un usage qui est quand même bien différent des usages électriques qu'on a, qui déjà se traduisaient par quelques watts, quelques centaines de watts ou quelques kilowatts au sein d'un logement. C'est un usage qui est intermittent et c'est un usage qui va conduire à avoir à disposition une batterie de quelques dizaines, 20, 40, 100 kWh, et c'est un outil qu'il faut vraiment optimiser aujourd'hui. Alors, à court terme, ça sera des services dès 2022 pour 600 000 véhicules, 30% donc des véhicules électriques, nous ambitionnons de les fournir en électricité sur ces 4 pays. Ça va être bien sûr des offres décarbonées, ça va être une solution de recharge systématique si le client a une place de parking, donc on lui proposera une solution de recharge, et ça va être aussi un service d'optimisation de sa charge et de sa batterie. Premier exploitant de réseau de bornes.
C'est un usage intermittent. La majorité de la charge va se faire à domicile. On l'estime à hauteur de 80-90%, mais l'itinérance va conduire quand même à avoir des charges à l'extérieur. Alors, l'objectif, c'est de passer de 5000 bornes gérées par le groupe EDF à 75 000 bornes à horizon 2022. C'est des bornes en propre. L'idée aussi, c'est d'aller vers l'interopérabilité et c'est de passer, donner accès à 250 000 bornes sur ces 4 pays. Aujourd'hui, nous en sommes à 60 000 bornes. Alors, vous voyez, c'est des chiffres qui sont quand même assez énormes. Ça va demander de l'innovation, entre autres le travail avec une start-up Ubitricity, qui est une start-up allemande et qui développe une offre de chargement sur des candélabres électricité. Et ça sera un moyen pour nous de déployer en masse, puisqu'on a une filiale qui s'appelle Citellum, qui fait de la gestion d'éclairage public, des centaines et des milliers de bornes sans trop d'investissement. Alors, on a déjà des succès. Le Grand Lyon avec 500-600 points de charge qui se développent. Le réseau Corridor, qui est le réseau des bornes sur les autoroutes, qui va passer de 200 à 500 bornes d'ici quelques années. Et puis après, vous voyez aussi avec Renault la gestion de leurs bornes sur tous leurs sites, tous leurs garages. Donc c'est aussi des moyens d'accélérer ce déploiement. Le troisième point, c'est leader du smart charging. Alors on en a parlé tout à l'heure. Le fait d'avoir quelques millions de batteries en France, ça va être quand même assez révolutionnaire. On voit aujourd'hui que le marché de la fourniture, c'est un marché important. Mais on voit que le marché de la gestion de l'équilibre, autant pour le réseau, et Enedis en a parlé, que pour la production, ça conduit à avoir une valeur qui sera peut-être un jour supérieure au marché de la fourniture. Parce qu'on a des réseaux qui doivent être renforcés, parce qu'on a une production qui devient plus intermittente avec l'injection des ENR, la valeur justement de cette flexibilité est importante. Donc on veut passer de 4000 bornes dès 2020 sous ce système. On a déjà des expérimentations, entre autres sur le Blayais, avec des solutions techniques qui sont opérationnelles, et 1 500 000 véhicules avec une charge pilotée d'ici 2035. Alors 1 500 000 véhicules, quand on regarde, ça peut conduire à 2 ou 3 gigawatts de puissance sur le réseau. Quand on réinjecte sur le réseau, c'est l'équivalent de 2 à 3 centrales nucléaires. Alors, on travaille avec une start-up qui s'appelle NUV. Alors, je ne sais plus si la personne tout à l'heure est toujours là. C'est aussi une start-up californienne qui a lancé ce marché, voilà, là-haut. Vous connaissez, j'imagine? C'est des confrères. Qui a lancé ce principe de l'agrégation et de la flexibilité sur les réseaux. On va créer une structure en Europe, une joint venture avec eux. Et l'idée le retour d'expérience qu'on a vu à Amsterdam, c'est qu'une batterie peut générer jusqu'à 1 400 € d'économie pour son propriétaire lorsqu'il le met dans ses dispositifs. C'est la valorisation qu'une batterie peut générer sur un an. Alors c'est des chiffres qui sont liés à Amsterdam, sur un système électrique qui est bien différent, mais certainement en France, ça sera quand même plusieurs centaines d'euros qui seront générés comme profit pour le possesseur d'une batterie. Dernier point, il reste des enjeux quand même assez forts, des enjeux de recherche et développement sur des solutions techniques. Alors on y contribue avec notre R&D, on y contribue sur le recyclage des batteries lithium-ion, sur la recharge ultra rapide, on y contribue sur la deuxième vie des batteries, mais plus sur une approche organisationnelle que sur une approche technologique, et aussi sur une technologie de batterie zinc air qui semble assez intéressante. Mais aussi, et le gros enjeu pour moi, c'est un enjeu d'écosystème. Il faut pouvoir développer un écosystème qui va permettre vraiment l'émergence de cette mobilité électrique entre les électriciens, entre les équipementiers, entre les constructeurs d'automobiles. Je prends l'exemple qui est récent. On voit arriver dans notre pool de véhicules des Nissan Leaf. On en a sur chaque site, dont à La Rochelle, à Angoulême. La Nissan Leaf se recharge très bien, celle d'Angoulême sur la bande d'Angoulême, mais celle de La Rochelle n'arrive pas à se charger là-bas. Bon, il y a un petit bug dans le système, c'est encore accepté aujourd'hui, mais ça ne sera pas accepté dans quelques années, quand ça sera des particuliers qui utiliseront ces techniques et qui ne seront pas des militants.
Voilà en quelques mots le plan mobilité. C'est assez ambitieux, mais c'était pour montrer aussi le rôle d'un énergéticien national dans ce déploiement et l'effet de masse que ça va représenter pour les futures années. Merci. Un grand merci à Pierre-Yves Moreau pour cet éclairage sur l'importance de faire monter en puissance les infrastructures pour pouvoir avoir des véhicules électriques, certes, mais qu'on puisse recharger. Donc là, un tout autre sujet, et je vous demanderai de l'applaudir chaleureusement parce qu'il n'est pas là. C'est Sébastien Gendron, mais qui nous a préparé une petite vidéo sur Transpod, donc qui est une version de l'Hyperloop française. Donc à mon tour de remercier Sébastien Gendron pour cette explication de l'Hyperloop, de remercier également E5T parce que ça me permet de présenter vraiment des choses très différentes. Pierre-Yves Moreau nous a expliqué les besoins d'infrastructures au niveau recharge de batterie de voiture. Là, on est sur un tout autre système. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Bernard, qui est le directeur technique de Voliris. C'est absolument un tout autre système qui consiste, il va vous l'expliquer, mais à faire voyager, si j'ai bien compris, des containers de manière un petit peu particulière. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Alain Bernard. Merci. Donc, eh bien, la navette aérienne de transport automatique de containers, comme son nom l'indique, c'est exactement le contraire d'Interpod. Ça va lentement, environ 100 km/h. Ça va dans des zones plutôt désertes. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je n'ai pas la télécommande du système où vous passez l'image. Voilà, très bien. Bon, donc la Terre, c'est simple, 450 millions de kilomètres carrés, une sphère de 6000 km de rayon. Il y a à peu près 150 millions de kilomètres carrés de surface émergée. Et là-dedans, quand vous regardez une carte de la pollution lumineuse, il y a à peu près 50% qui est totalement déserte. Bon. Le développement, dans les pays développés, on vient de vous dire qu'en France, il y avait 1 million de kilomètres de route pour 550 000 km² de surface, donc c'est grosso modo 2 km par kilomètre carré. C'est ce qu'il y a dans les pays développés. Moi, j'étais un peu en dessous, mais mes statistiques devaient... Bon, il y a des tas d'endroits, l'Algérie par exemple, 50 mètres par kilomètre carré. Hein. Le Canada, 150 mètres par kilomètre carré. C'est des tas d'endroits qui sont quasiment déserts. Pourquoi? Alors, pas le Canada, mais l'Algérie, il y a des problèmes, il n'y a pas d'eau. Bon, il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'il y a une nappe phréatique fossile. Et il y a de l'eau. Mais s'il tombe 1 millimètre d'eau sur 1000 km², si vous voulez avoir l'équivalent d'un mètre d'eau, faut réduire d'un millième la surface que vous occupez. Donc l'idée, c'est de se développer par oasis. Et ces oasis étant espacées, il faut les relier et il faut arriver à les alimenter. Donc on imagine qu'au milieu du désert, il y a un site archéologique intéressant et on va essayer de relier ce truc-là sans avoir à se construire la route, parce que ce sont des pays où quand vous construisez la route, 1 vent de sable, 2 vents de sable, vous n'avez plus qu'à rechercher votre route au bulldozer. Bon. Bon. Next. Ah non, c'est moi qui la commande, pardon. Oh là là, à droite, d'accord. Bon, donc, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut leur donner les moyens de vivre. La toile de tente, le chameau, etc., c'est plus acceptable. Les gens veulent une vraie vie. Et mon acronyme ROM pour Revenu, Occupation, Motivation, Écologie, c'est une version un peu modernisée de Panem et Circenses. Il faut que les gens aient un revenu, qu'ils soient occupés, qu'ils soient motivés et qu'ils fassent vivre dans un truc écologique. Vous pouvez vous amuser à passer toutes les civilisations. Donc, voilà. Donc pour ça, il faut leur amener de l'infrastructure. Un exemple d'implantation en Algérie. L'Algérie, c'est un pays au milieu du désert où le désert était considéré comme une frontière naturelle. Bon, donc il y a un officier français qui, pour séparer, a tracé la ligne sur un atlas, un truc avec des croix, qui se voit mal dans le désert. Et donc, si vous voulez contrôler votre désert, la seule façon, c'est de construire des implantations avec des gens qui y vivent. Et là, vous allez leur amener de quoi vivre. Et vous n'allez pas vous payer une autre. Et le fait que la vie se développe à cet endroit
dépend de tas de facteurs. Il y a les facteurs climatiques, mais il y a surtout l'organisation humaine que vous allez mettre en place. Il y a des villages qui prendront, d'autres qui ne prendront pas. Vous ne le saurez pas. Si vous cherchez du pétrole, vous trouvez du pétrole, vous n'en trouverez pas. Donc il y a un aléa et vous n'allez pas vous payer une route de 200 km en plein désert pour faire ça. Donc il faut que vous trouviez une solution légère. Donc c'est en partant de cette idée que nous avons imaginé le NATAC. Donc le NATAC, c'est cette espèce de truc-là, qui est ce qu'on appelle un hybride. Bon, alors on peut faire, je refais un peu de physique quand même. Le gros avantage du bateau, c'est qu'il flotte sur l'eau et que l'eau, ça porte 1 kg par litre. Bon, l'air, malheureusement, ça ne porte qu'1 kg par mètre cube. Donc il faut un certain volume pour flotter dans l'air. Deuxièmement, quand vous avez une charge, et que ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand vous avez une charge et que vous la portez dans l'air, si vous êtes à l'équilibre, évidemment, quand vous posez la charge, on est dans une école d'ingénieurs, vous êtes envoyé vers le haut avec une force égale à la charge que vous venez de poser. Donc vous ne pouvez pas imaginer d'être près de l'équilibre, sauf à imaginer des techniques de ballastage qui consistent soit à récupérer de l'eau au moment où vous vous posez, dans le désert c'est pas commode, du sable c'est pas très maniable. Il y a des techniques à base de la compression de l'air et compression de l'hélium, mais ça coûte des fortunes en énergie et c'est très long. Et personne n'a réussi à en faire un qui marche. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un avion hybride, c'est un truc qui de toute façon est plus lourd que l'air quand il est léger, il pèse encore 5 tonnes, et quand il est plein, il pèse 45 tonnes. Donc c'est un avion, sauf qu'il a 3000 m² de voilure au-dessus, et donc il décolle très court. Et ça permet de faire une machine extrêmement légère, et qui, comme vous le voyez, est extrêmement simple. Il y a 4 roues, un espèce de bimoteur en dessous, 2 moteurs assez puissants. Il faut de la puissance pour porter un container maritime de base. 30 tonnes 400, c'est la norme. C'est quand même la capacité à peu près de la 400M. Bon, sauf que là, on essaye de le faire pour 10 millions et pas pour 140. Mais ça ne vole que sur des distances assez courtes. Alors, une des caractéristiques de la chose, quand vous voulez innover, évidemment, il y a des règlements, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc la première caractéristique qu'on a pris, on fait ça dans une zone aérienne réservée. Une zone aérienne réservée, vous faites ce que vous voulez. Et on ne va jamais... Excusez-moi, il y a le téléphone qui me sonne dans les oreilles, ça m'énerve. Bon. On ne va jamais dans un espace ouvert à la circulation aérienne générale. Donc on amène la machine en container, ça tombe bien, vous voulez transporter des containers, donc vous êtes capable d'amener des containers au point de départ, vous amenez 10 containers, et avec ces 10 containers, vous faites une machine. Et à ce moment-là, vous n'avez rien à faire de l'EASA, de tous ces organismes, de la FAA, de tous ces organismes qui vont vous donner des avis pour que ça puisse voler avec les autres. Il suffit que le gouvernement local vous donne l'autorisation de voler. Alors quand vous êtes au-dessus du désert, il n'y a personne en dessous, vous volez parce que c'est un dirigeable, ça ne monte pas très haut, moins de 3000 mètres, plus de 1000 mètres parce qu'il faut quand même laisser de la place en dessous. Donc les petits avions passent en dessous, les gros avions passent au-dessus. C'est écrit sur la carte que c'est une zone interdite. On a mis un transpondeur pour s'il y en a un qui veut se faufiler. De toute façon, il y a un voyage par jour en moyenne, donc on arrive à se faufiler quand même. On n'est pas obligé de le faire de nuit. Et vous avez ça. Et donc voilà, le principe, c'est une machine qui est livrée en kit. Donc quand je résume les avantages du projet, c'est une machine automatique. Alors j'insiste sur automatique, ce n'est pas un drone. Ce qui fait une partie de la sécurité de l'aviation, c'est que c'est encore un domaine où la peine de mort existe pour le pilote. La plupart des pilotes qui font des conneries se tuent. Donc généralement, ils ne font pas. Par contre, quand vous avez un système radiocommandé, si vous avez rentré les mauvaises coordonnées, et puis indépendamment du fait que si vous mettez 30 tonnes de TNT dans ce truc-là, ça s'appelle un missile de croisière. Donc c'est automatique comme un ascenseur. On l'a réglé pour aller de A à B, de B à A, de A à B, de B à A, et il peut faire que ça. Et s'il sort de la zone, il se dégonfle. Voilà, et il tombe. Donc vous avez... Bon. Le 40 pieds, 30 tonnes, c'est l'unité de transport de containers, donc pas la peine de se poser la question. On peut mettre des trucs un peu plus longs, mais pour le moment, nous, on s'est fixé ce système-là. Sur une voie aérienne réservée, je l'ai déjà dit, il y a une altitude entre... La vitesse, c'est 100 à 150 km/h, on n'est pas très pressé, ça ne sert à rien d'aller très vite. Alors une distance de 500 km. Autre caractéristique des dirigeables, c'est pas très fin. Alors pour ceux, on est dans les écoles d'ingénieurs, la finesse, un avion, ça a facilement 15 à 20 de finesse. Hein. Ce dirigeable a 5 lobes, c'est assez facile. D'ailleurs, s'il n'y a qu'un lobe, ça fait 1. S'il y a 3 lobes, ça fait 3. Et s'il y a 5, ça fait 5. Mais enfin, c'est ce qu'on constate. Hein.
c'est pas de la loi. Donc ça signifie que le rapport puissance, grosso modo, pour porter, je vous ai dit que ça pesait, en fait ça pèse 45 tonnes à pleine charge, 45 tonnes avec une finesse de 5, il vous faut 10 tonnes de traction, et 10 tonnes de traction, ça fait 10 000 chevaux. Enfin, c'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Deux moteurs de 5 000 chevaux, ça fait l'affaire. Ça tombe bien, ça existe. Il y a un Q400 qui utilise des Pratt & Whitney qui marche très bien. On décolle sur une piste légère, on peut avoir une charge au sol d'1 kg par centimètre carré. On admet qu'un bonhomme, c'est 600 grammes par centimètre carré. Mesdames, c'est pas quand vous portez des talons, c'est avec des croquenots de randonnée, hein. Et là, vous pouvez décoller d'à peu près n'importe où, notamment à l'endroit où il y a du sable, à l'endroit où il y a de la boue. Bon. C'est gonflé à l'hélium. Alors, le projet, à l'origine, mon idée, c'est de le faire à l'hydrogène. Parce que si vous faites un truc à l'hydrogène, vous avez le gaz porteur qui est l'hydrogène, et vous produisez l'énergie avec l'hydrogène. Pas avec des piles à combustible, personne ne sait faire des piles à combustible de ces puissances-là, mais des turbopropulseurs à hydrogène, ça doit pouvoir se faire, dixit les spécialistes. Et comme on ne transporte personne à bord, on peut penser d'exploiter avec de l'hydrogène. Il faut savoir qu'un avion d'Air France est foudroyé en moyenne une fois par an. Être dans un avion foudroyé gonflé à l'hydrogène, pour le moment, on va attendre un peu. Quand on aura l'entraînement d'avoir fait ça. Notre prix objectif, c'est 10 millions d'euros, dont à peu près la moitié pour le turboprop d'ailleurs. Et le marché, c'est environ 2000 machines sur 20 ans, ce qui fait un marché de 30 milliards d'euros. Si vous rajoutez la maintenance, ça fait... Enfin, bon. Donc voilà le projet que nous souhaitons faire. Alors où en est-on? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ben, on m'a pas mis tous mes slides. Ah si. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Ah oui, j'ai été trop vite. Allez, je dois être dans les délais à peu près. Donc ce qu'on a fait, c'est un démonstrateur qui vole à l'échelle 1/7. Je suis en train de faire la quête pour trouver les 40 millions dont j'ai besoin pour faire le démonstrateur. J'ai besoin de 3 actionnaires à 10 millions, je trouverai 10 millions d'aides à peu près. J'en ai déjà un, c'est déjà pas mal. J'ai dépensé une quinzaine de millions pour faire ça. Parce qu'on a fait des tas d'essais, on a essayé des tas de trucs. Avant d'arriver à ce projet-là, on n'est pas arrivé tout de suite. Puis il y a 2-3 trucs dont je ne parlerai pas, c'est trop long. Voilà, et on estime que le coût de développement global du projet, c'est entre 150 et 300 millions, approuvé par la DGAC. Enfin, tout ça, ça a été quand même vu par un certain nombre de gens, parce qu'à l'origine, moi, j'étais ingénieur militaire de l'air avant de faire 40 ans dans les télécoms. Bon, là où je suis un tout petit peu crédible, c'est que quand j'annonce un TRI de 35% sur le projet, j'ai déjà fait faire à des gens des TRI sur ma société Prosodie très supérieurs. Il y en a un qui a fait 120%, l'autre 170%. Et mes cadres, quand je l'ai vendu à mes cadres, ils l'ont revendu à Cap, ils ont fait 35% de TRI, enfin à Pax. Donc voilà, voilà où on est, et voilà le projet.